bonjour à tous. En fait, on va vous proposer une petite expérience immersive pour cette table ronde. En venant dans le TGV, je relisais Asimov, qui s'est intéressé à la créativité. Il pensait que les grands groupes n'étaient pas favorables à la créativité. Or, pour envisager 2067 ensemble, on va devoir faire preuve de créativité. Il pensait que ce qui était bien, c'était les petits groupes à 5. Et donc, dans les 5 personnes, il pensait que c'était intéressant d'avoir des experts, des moins experts, pour ne pas avoir de propos convenus. Il pensait que c'était intéressant aussi d'avoir un arbitre. Et il pensait aussi que c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui ait la fonction d'analyste, éventuellement de psychanalyste. C'est ça que je vais vous proposer collectivement de faire. Et je vais vous inviter à nous déranger, à déranger nos certitudes et à poser des questions pendant notre discussion. Et donc je vais vous proposer maintenant de fermer les yeux, si vous le voulez bien. Vous allez fermer les yeux, vous allez vous détendre. Et on va maintenant, ensemble, se réveiller le 31 décembre 2066. Il est 23h59. Et en fait, j'ai envie de lever mon verre et de vous souhaiter une bonne santé. Mais quelle santé vous souhaitez en 2067 ? Vous avez peut-être lu Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Donc peut-être dans mon verre, j'ai glissé quelques comprimés qui vont me permettre tout à l'heure de dormir d'un sommeil extraordinaire, paradisiaque. C'est peut-être pas une société telle que le décrit Huxley qui nous intéresse en 2067. Les romans de science-fiction, c'est toujours très intéressant parce que ça pousse le trait, mais certaines de leurs prédictions apparaissent après, a posteriori, souvent comme des anticipations. Alors en 2017, les innovations ne visaient, puisque c'était il y a une seconde, pas à servir l'être humain, mais à l'aider. Donc dans cette table ronde, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont intéressants, du côté de l'éthique, du côté de l'appropriation du numérique, des technologies qui peuvent servir à tous. Et nous avons trois experts avec nous pour nous aider, pour parler de santé, de médecine, de corps, de bien-être en 2067. Et je vais donner la parole à Mercé Jourdain. Bonjour à tous. Ouais, ça y est, ça marche. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis médecin. Je suis professeur de réanimation médicale donc, au CHRU de Lille. Et je dirige un service de réanimation. Et sur mon activité universitaire, je suis responsable du centre de simulation en santé qu'on intitule Présage. C'est un acronyme qui veut dire plateforme de recherche et d'enseignement pour l'amélioration des pratiques et notamment l'amélioration du geste technique en médecine. Donc c'est un centre de simulation, c'est-à-dire que nous formons tous les personnels soignants et tous les professionnels de santé en formation initiale ou continue à des mises en situation ou à la répétition de gestes techniques sur des mannequins ou dans des situations d'environnement 3D. Voilà. Et donc, je dirige ce centre et nous formons donc avec des mannequins qui sont robotisés et qui permettent, dans des environnements reproduits, de former ou de répéter les erreurs pour qu'elles ne surviennent plus à l'hôpital, mais qu'elles surviennent au centre de simulation. Voilà, c'est dans ce contexte-là que l'on m'a invité à échanger avec vous sur le sujet de la médecine en 2067, avec plutôt une expertise sur le versant formation et enseignement, et formation initiale donc des étudiants ou formation continue. Voilà.
Alors bonjour, donc je m'appelle Rémi Sussan, je suis journaliste, je travaille pour le magazine en ligne internetactu.net qui est le média de la FIN, la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et donc je traite différents sujets, beaucoup autour de ce qu'on appelle les NBIC, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognition, et aussi tous les aspects culturels et imaginaires liés aux technologies futuristes, que ce soit dans la science-fiction, le jeu vidéo ou certains mouvements parallèles ou contre-culturels. Voilà. Dominique. Bonjour, donc je suis Dominique Thierny, donc je suis vétérinaire de formation et j'ai créé 3 entreprises dans le domaine de la recherche clinique vétérinaire pour faire la passerelle entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine et accélérer l'accès à des nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques pour l'homme en faisant le parallèle avec les mêmes maladies qui existent chez les animaux atteints spontanément de maladies naturelles. Dans ce cadre-là et dans le cadre de mes activités, je représente ici le pôle de compétitivité, nutrition, santé et longévité, dont je suis présidente déléguée pour le secteur de la santé. Et je suis beaucoup en relation avec, bien sûr, le monde des entreprises de la santé, les start-up qui sont incubées au niveau de Rasanté, les start-up du monde de la santé. Et ce pôle de compétitivité a pour objectif de stimuler les collaborations entre les mondes académiques et le monde des entreprises privées, le monde industriel, et sur une thématique nutrition, santé, longévité, donc 3 mots-clés, associer le domaine de la nutrition à la santé et aussi améliorer la longévité. Donc ces passerelles, c'est important de les faire. Alors justement, nutrition, santé, longévité, ça résonne un petit peu comme une promesse. On a amené avec vous nos corps en 2067. Quel modèle de médecine, Dominique et Mercier? Est-ce qu'on est toujours dans une médecine réparatrice? Est-ce qu'on est dans une médecine régénérative? Alors, je vais peut-être... Le modèle de médecine en 2067, ou là actuellement, c'est... Bon, je vais peut-être laisser Mercedes répondre à cette question. Alors, on est bien sûr sur des spéculations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, l'évolution de la médecine est sur un certain nombre de domaines et pas tellement en réanimation, parce que la réanimation, par définition, est la prise en charge aiguë d'une pathologie aiguë, mais qui nécessite, pour laquelle apparaît 1 ou 2 défaillances d'organes et qu'on va suppléer. Pour ce qui est du reste de la médecine, en 2067, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est qu'on est de plus en plus avec de la médecine connectée. C'est-à-dire qu'on peut de plus en plus surveiller les patients, identifier par un faisceau d'arguments de connexion, par exemple l'évolution d'un certain nombre de paramètres de surveillance, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, etc., qui nous permet d'avoir un certain nombre d'arguments pour identifier, en anticiper un certain nombre de pathologies qui peuvent survenir. Et donc, au lieu d'hospitaliser les patients quand la pathologie est survenue, l'hospitaliser en anticipation pour pouvoir soit les prendre en charge de manière avant que la pathologie survienne. Par exemple, on sait que si en post-opératoire, pour certaines chirurgies, si la fréquence cardiaque augmente dans les 48 heures, c'est qu'on va avoir une complication post-opératoire et qu'il faut réintervenir. Et donc, on est de plus en plus comme ça. Par exemple, la surveillance d'un certain nombre de pathologies chroniques, et par exemple sur l'obésité, on sait que ça ne sert à rien de les reconvoquer en consultation régulièrement, mais que si le poids stagne plus de 2 fois dans la surveillance, eh ben, ça veut dire qu'il va y avoir une reprise ou qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Et je pense que l'évolution va se faire sur une surveillance à domicile ou à l'extérieur, en tout cas hors de l'hôpital, un certain nombre d'arguments cliniques qui peuvent être récupérés par une connexion et par du numérique, on va le dire, et qui permettent après d'anticiper la prise en charge. Donc une médecine probablement beaucoup moins hospitalière, on va dire, qui puisse être produite également avec un certain nombre de prises en charge techniques très particulières. On parle beaucoup de remplacement d'un certain nombre
d'organes également, hein, qui puissent être réalisés. Donc après, on est sur de la spéculation. Je pense que il est possible que la santé soit avec un regard très différent, mais néanmoins, on pourra remplacer certaines catégories professionnelles, peut-être. Alors justement, quelles nouvelles compétences, puisque vous formez des futurs professionnels? Alors, pour ce qui est de la formation dont l'évolution de la formation probablement se fera sur des dynamiques techniques beaucoup plus poussées, non pas sur le patient, mais sur un certain nombre de techniques, hein, soit en environnement 3D et de plus en plus avec l'environnement virtuel, chose qui actuellement est assez difficile puisque extrêmement chère. Nous, on forme sur les mannequins. Néanmoins, il y a un certain nombre de situations qui pourraient être reproduites sur des environnements 3D. Je pense par exemple à tout ce qui est fibroscopie, colonoscopie, endoscopie. Actuellement, les étudiants apprennent sur des mannequins avec un environnement 3D et ils apprennent à faire le geste et à faire la colonoscopie. Ils apprennent les techniques déjà sur des écrans avec du virtuel. Je pense que ça va augmenter et que ça permettra de reproduire beaucoup de gestuels avant de la réaliser. L'environnement 3D sera aussi très technique sur le plan chirurgical, avec tout ce qui est chirurgie robotisée, puisqu'actuellement déjà la chirurgie robotisée prend une place de plus en plus importante. On opère de plus en plus avec des robots. Et donc avec une chirurgie robotisée qui peut même se faire à distance. Et donc un chirurgien pourra, et le fait déjà, mais je pense que pourra aller opérer, mais éventuellement dans un autre pays, comme actuellement, du moment qu'il peut piloter le robot. Alors, en fait, du coup, la question qu'on a envie de se poser, on est venu avec vous en 2067, on ne sait pas trop dans quel état est notre esprit. Quel est l'impact du numérique sur l'esprit? Longévité, est-ce qu'on sera encore vivant? Est-ce qu'on est parti pour vivre toute l'éternité? Dominique Je pense qu'effectivement, la longévité, grâce au numérique, on va pouvoir améliorer la longévité. Et Google a pris ce domaine à cœur, puisqu'on sait que Google promet une augmentation de la longévité de plus de 20 ans en 2035. Donc je ne sais pas s'ils y arriveront, mais c'est quand même un chiffre énorme. Le numérique est partout et s'insinue partout dans le domaine de la santé, à la fois pour la prévention, pour le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies chroniques. Et donc dans la prévention, avec toutes les données, enfin, il y a un domaine très très important qui est le traitement des données qui sont issues de toute cette connectique, de tous ces objets connectés qui vont envahir complètement les patients et le domaine de la santé. Et ces données doivent être traitées, doivent être analysées et peuvent permettre de prévenir certaines maladies ou de diagnostiquer certains groupes de patients à risque. Dans le diagnostic de la maladie, on va pouvoir anticiper ces diagnostics grâce au numérique et grâce à des données, à des nanorobots, la nanorobotisation, différentes techniques. Et normalement, en prévenant, en diagnostiquant plus rapidement certaines maladies, on doit pouvoir les traiter mieux. Donc, comme merci l'a précisé, effectivement, on va améliorer bien sûr les traitements grâce au numérique. Et tout ça va conduire
conduire à une augmentation de la longévité. On pourra aussi traiter des déficits fonctionnels, moteurs, et sur l'esprit en particulier, toutes ces maladies neurodégénératives qui seront mieux traitées grâce au numérique. Par exemple, on peut citer des jeux vidéo ou des diagnostics de maladies d'Alzheimer précoces grâce à des systèmes, des analyses de connectivité du cerveau et l'interaction machine-cerveau qui doit permettre de détecter les connectivités ou des signes précoces de maladies neurodégénératives et de les traiter mieux. Donc tout ça doit conduire à une amélioration de la longévité. Et Rémi, du côté justement du cerveau, des jeux, tu voulais un petit peu... Alors effectivement, bon, il y a tout un ensemble de questionnements. Pour l'instant, je parle de questionnements parce que ce sont des recherches et d'autres recherches qui vont dire le contraire de ce qu'ont dit les recherches précédentes, etc. Autour effectivement des capacités cérébrales qui pourraient être améliorées ou conservées par certains types de jeux. Alors quel type de jeu? Alors il y a des, je dirais que vous avez toute une gamme de jeux qui sont plus ou moins considérés comme sérieux. C'est-à-dire que bon, vous avez effectivement les jeux un petit peu Nintendo de type Dr Kawashima qui n'ont aucune étude scientifique derrière pour les soutenir, mais ce qui ne veut pas dire que le fait que scientifiquement il n'y a aucune étude qui confirme que ça a eu une activité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité. Ça veut dire que ça n'a jamais été mesuré et que les mesures actuelles sont non sérieuses. Vous avez des systèmes d'exercices cérébraux par des boîtes comme celle de Mesernick qui a inventé l'implant cochléaire, j'ai oublié le nom de sa boîte, ou d'autres systèmes comme Lumosité ou Happy Neurone qui se veulent beaucoup plus médicaux. Posit Science, c'est ça le nom que je cherchais. Alors là aussi, bon, il y a des études qui vont dans le bon sens, qui disent que ça fait quelque chose. Il y a aussi d'autres études qui ont été faites qui disent que ça n'est pas établi. Il y a même eu un petit scandale récemment autour de Lumosity qui affirme avoir eu des recherches sur son efficacité qui sembleraient ne pas être très sérieuses. Donc effectivement, on est en plein milieu d'un questionnement. Il y a aussi la question des jeux vidéo tout bêtes, c'est-à-dire pas du tout des jeux vidéo à des fins médicales, mais qui pourraient avoir sur le cerveau des avantages peut-être contre le vieillissement, mais peut-être aussi tout simplement pour nos propres capacités mentales. Par exemple, il y a petite nouvelle d'hier, justement, sur les jeux vidéo. Par exemple, il semblerait que les joueurs de jeux vidéo, en moyenne, aient beaucoup plus de facilité à prendre des décisions dans des situations de grande incertitude. Il y a eu des tests cognitifs faits là-dessus qui semblent montrer qu'effectivement, ils ont plus de facilité à évaluer certaines probabilités. Alors, quand on parle d'études, il faut faire très attention. Je vous dis, il y a une étude, on se dit, mon Dieu, c'est très sérieux. Ça l'est peut-être, mais il faut savoir qu'elle a été faite sur 17 personnes. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça c'est toujours le gros problème quand vous vous intéressez aux sciences cognitives ou à la psychologie, et c'est normal, vous ne pouvez pas convoquer 200 personnes. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des premières années en psychologie, et vous en ramassez une dizaine, vous en prenez une dizaine dans le groupe témoin, et bon, vous avez une étude. Et dans 80% des cas, et c'est vrai qu'il y a une vraie crise scientifique là-dessus, c'est pour ça que je vous dis on ne sait rien pour l'instant, c'est que ces études ne sont souvent pas répliquées, ou quand elles sont répliquées et qu'elles sont négatives, elles ne sont pas publiées parce que ça n'intéresse personne ça n'intéresse pas Nature ou une grande revue de publier une étude qui dit on n'a rien trouvé. C'est pas très sexy. Donc très souvent, c'est le gros problème des sciences cognitives, ce qu'on appelle la crise de l'expérimentation en sciences cognitives qui est réelle. Donc quand je vous dis une étude a montré que, il faut toujours mettre un petit holà en disant ouais c'est bien mais bon c'est 17 personnes, des fois c'est 5 personnes, enfin bon il faut faire attention à ça. Et enfin il y a des jeux intéressants, par exemple il y a une étude, alors je ne sais pas sur combien de personnes elle a été faite, mais c'était sur des personnes âgées qui montrent que certains jeux qu'on appelle les jeux de stratégie en temps réel permettraient aux personnes âgées qui y jouent de conserver la capacité de passer
d'une tâche à une autre rapidement, qui est paraît-il, l'un des premiers symptômes du vieillissement, c'est votre incapacité à changer, à passer d'une tâche à l'autre. Or, dans les jeux de stratégie en temps réel, vous passez votre temps à passer d'une tâche à l'autre. Il paraît que ça pourrait aider. Donc voilà un petit peu où on en est. C'est intéressant, rien n'est établi. Voilà. Alors moi, sur le thème des jeux sérieux, alors en médecine, ça s'appelle Serious Game, c'est la même chose. Ce que nous, on essaye de travailler là-dessus. L'énorme avantage de ces jeux, c'est que ça permet de toucher une population importante, parce qu'effectivement, on peut le décliner. Le problème, c'est que ce qui a été montré, en tout cas pour les études de médecine, c'est que l'avantage de l'apprentissage avec ces jeux se fait grâce au débriefing. L'enseignement que je dispense au centre de simulation, c'est un enseignement sur des mannequins en plastique. Ils respirent comme vous, ils parlent, parce qu'on les fait parler avec un micro. Vous avez un cœur qui bat, on peut les ausculter, on peut faire un massage cardiaque, on peut faire plein de choses. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est de mouvement encore. Je pense qu'en 2067, ce sera des vrais hommes, on aura l'impression, et puis ils bougeront, mes mannequins. Pour l'instant, ils ne bougent pas. Ils convulsent un peu quand même, mais ils ne bougent pas. Ils deviennent bleus comme un humain. On a un certain nombre de choses électroniques à l'intérieur et ils réagissent exactement comme un humain à ce qu'on fait. Ils ont des analyseurs de gaz, etc. Donc si vous ne le réanimez pas correctement, le mannequin décède. Donc c'est comme un homme, sauf qu'il n'a pas cette capacité de se mouvoir. L'important de la formation pour ces mannequins, c'est qu'on fait le débriefing, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les apprenants pour ressortir avec eux les algorithmes qui ont conduit aux prises de décision et puis ressortir les algorithmes d'apprentissage sur une thématique particulière. Et pareil pour les serious games, on sait que ça marche vachement bien, ça permet un enseignement très poussé, mais c'est grâce au débriefing. Si on prend 2 groupes d'étudiants, alors en l'occurrence, nous, on a pris 50 étudiants, mais ça n'a pas été publié non plus parce que, voilà, c'est difficile de publier en pédagogie. Et donc, sur 50 étudiants, l'avantage dû à l'enseignement par le serious game, quand ils font leur jeu sérieux tout seuls et qu'ils ne sont pas débriefés, ils retiennent moins que quand il y a un débriefing derrière. Donc, c'est ça, et ça, c'est vraiment important. Sur les serious games qui ont été faits en médecine et en thérapeutique, il y en a eu plusieurs qui ont montré une vraie efficacité, notamment par exemple sur la rééducation dans les accidents vasculaires cérébraux, puisque ça permet d'améliorer la coordination du mouvement chez les patients qui sont hémiplégiques par exemple. Donc en médecine, il y a un vrai enjeu thérapeutique de ces moyens. Néanmoins, en enseignement, il y a probablement une importance du débriefing qui est à souligner. Je pense que si on parle de numérique et d'esprit, il faut aussi parler de la réalité virtuelle, qui est donc aujourd'hui qui est de plus en plus utilisée dans différentes situations en médecine. Par exemple, pour traiter la douleur, dans des situations de douleur, je pense qu'il y a des casques de réalité virtuelle qui sont utilisés pour des femmes qui accouchent, tout simplement, sans péridurale, pour des douleurs, des patients qui présentent des douleurs chroniques. Ça permet de dériver l'esprit et de penser à autre chose et sans effet secondaire. C'est utilisé aussi, par exemple, dans le cadre de traitements chirurgicaux de tumeurs cérébrales, où là, ça permet de limiter les effets secondaires d'une chirurgie invasive d'une tumeur cérébrale, puisqu'on peut aujourd'hui, ça a été fait, je pense qu'il y a une première, je crois que c'était à Angers, où ça a été fait, où il y a un patient a été opéré sous anesthésie locale d'une tumeur cérébrale, ce qui permet aux chirurgiens de préserver, et donc il était avec un casque de réalité virtuelle, et ça a permis aux chirurgiens de préserver des zones importantes du langage et les zones de la mémoire aussi qui pouvaient être touchées par cette exérèse invasive. Donc différentes situations où les casques de réalité virtuelle peuvent apporter un plus en médecine sans effet secondaire. Alors en 2067, merci, vous nous avez parlé de mannequins qui seront peut-être comme de vrais hommes, mais nous aujourd'hui, là, ensemble, en 2067, est-ce qu'on est encore complètement humain? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu augmenté? Est-ce que... jusqu'où?
C'est difficile de répondre. Après, probablement que pour ce qui est de l'environnement de la formation, en 2067, on répétera tout ce qui peut se passer sur des robots qui seront très avancés. Et sur de la thérapeutique, probablement qu'on pourra remplacer un certain nombre, on le fait déjà pour des mains, on le fait aussi pour des membres qui ont dû être amputés, avec des organes qui puissent avoir un comportement identique à celui de l'organe initial. On sera plein de nanomachines. C'est possible. On est obligé de se projeter un petit peu en 2067 du côté des imaginaires. Alors effectivement, oui, il y a... C'est difficile justement de se projeter parce qu'on a tendance à à projeter des choses qui sont très très proches de nous. C'est-à-dire que si on parle d'un homme entre guillemets post-humain, artificialisé, etc., on pense tout de suite à la machine, à des bras robots, etc. Rien ne dit qu'il n'y aura pas quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus subtil qui sera mis au point d'ici peu de temps, effectivement, avec des nanosystèmes, etc., qui fait que la personne de l'extérieur aura l'air tout à fait normale, mais aura par exemple un système immunitaire artificiel. Ah, nous avons une question. Voilà. Par rapport à la mémoire, j'avais une question sur la prospective, parce qu'on a l'impression, depuis qu'on est passé à l'ère d'Internet, que toute la connaissance est en ligne, en fait. Et je me souviens, moi j'ai connu la transition, et avant on apprenait vraiment tout par cœur, on a une connaissance, moi j'ai une connaissance qui me reste d'avant Internet, et maintenant finalement c'est plus tant une mémoire dont on a besoin, c'est plutôt une espèce d'indexation, c'est-à-dire qu'il faut simplement se souvenir de là où se trouve l'information. Et je voulais savoir si ça, par exemple, pour le moment, on ne voit pas trop les conséquences, mais est-ce que dans le futur, ça pourrait avoir des conséquences? Est-ce qu'on aura plus vraiment la même forme de mémoire? Est-ce que ça va avoir des conséquences sur les démences ou des choses comme ça? Ça aussi, c'est un problème qui est assez délicat à savoir, puisque on ne peut pas le prédire pour le futur. Par contre, on peut jeter un coup d'œil sur le passé, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé quand l'imprimerie est arrivé, etc. Il y avait effectivement des systèmes mémoriels extrêmement puissants jusqu'à la Renaissance, qu'on appelait l'art de la mémoire, etc. Les peuples traditionnels ont aussi des systèmes mémoriels extrêmement complexes. Ceux qui n'ont pas accès à l'écriture, qui n'ont même pas accès à l'écriture, ont fait des systèmes extrêmement complexes et sont capables de se souvenir de tout un écosystème de plantes, d'insectes, etc. Et effectivement, quand l'imprimerie est arrivée, bon, on ne se souvient pas des débats pour l'écriture parce que ça fait un certain temps, mais déjà Platon n'aimait pas du tout l'écriture, hein, quand même, faut le rappeler. Et quand la Renaissance est arrivée, effectivement, quand Gutenberg est arrivé, il y a eu des voix contre l'imprimerie exactement de la même manière. Aujourd'hui, effectivement, on se dit, bon, effectivement, d'ailleurs, il y a eu des recherches, alors je ne sais pas si c'était sur 10 ou sur 100 personnes, qui montrent qu'effectivement, les gens se souviennent où trouver l'information plus que de l'information elle-même. Bon. Personnellement, mais c'est un point de vue qui est totalement personnel et qui n'est pas celui d'un expert, hein, puisque je ne suis pas du tout... je pense qu'on a quand même deux types de mémoire. Vous savez, on a la mémoire à long terme et la mémoire dite... Enfin, on a plus que deux types de mémoire, mais on en a en tout cas au moins deux, qui sont la mémoire à long terme et la mémoire de travail, c'est-à-dire la mémoire avec laquelle vous faites fonctionner des concepts. Il me semble, peut-être à tort, que même si notre mémoire à long terme peut être stockée... à l'extérieur, quand vous êtes en train de penser à quelque chose, si vous n'avez pas accès directement à ce qu'il y a dans votre cerveau et que vous devez aller chercher sur Google, ça devient compliqué. Je prends même mon expérience personnelle d'amateur programmeur, donc je suis très amateur en programmeur. Quand je ne sais pas la syntaxe d'une instruction et que je vais la chercher sur Google, et Dieu sait si je fais ça souvent, ben je perds un temps fou et je vois bien qu'il y a un intérêt quand même à conserver des connaissances à l'intérieur de soi. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, je reparle de l'art de la mémoire et des choses comme ça dont je parlais à la Renaissance, c'est que c'est en train de connaître une résurrection, et c'est souvent une résurrection chez des gens qui sont dans la Silicon Valley, hein, c'est pas des opposants, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez finalement des conjonctions de technologies, effectivement, dont certaines sont très anciennes et d'autres qui sont tout à fait nouvelles.
Y a-t-il des études prédictives qui sont faites autour de maladies professionnelles ou sociétales dans l'environnement, le nouvel environnement, je dirais, psychotechnologique dans lequel nous allons vivre dans les années à venir, dans les décennies à venir? Merci. Pas à ma connaissance. Je n'en ai pas connaissance. Bonjour. On parle des imprimantes 3D qui permettent de faire des prothèses, un certain nombre de choses. Est-ce que ça veut dire que ça va se développer? Et en faisant une projection en 2067, est-ce qu'on sera plus près de l'homme bio-ionique et avec de nouvelles façons de vivre et tout ce que ça implique? Voilà. Et puis deuxième chose, pour réagir tout à l'heure à l'histoire de la mémoire différente et autres, est-ce que ça veut dire aussi au niveau de la façon d'apprendre, l'école et autres, ça va changer les choses? Alors pour ce qui est pour de les imprimantes 3D, donc on parlait de médecine régénérative justement, maintenant il y a de la bio-impression, donc c'est vrai que la médecine régénérative est en train de bousculer tout, et donc après les découvertes de cellules souches pluripotentes chez l'homme, maintenant on les spécialise de plus en plus et on doit être capable dans le futur, je pense, de reproduire tout organe, et maintenant il y a de la bio-impression qui permet de reproduire des vrais organes en imprimant carrément des cellules. Bon, ça progresse, pour l'instant c'est pas encore au point parce que je pense que les cellules meurent, mais il y a déjà des petites choses qui sont faites en bio-impression avec des reproductions de peau en particulier. Donc on peut imaginer qu'en 2050, dans 50 ans, je ne sais plus la date, c'est 2067 exactement, on sera capable de reproduire, ce sera plus pas un robot, ce sera peut-être un vrai homme qui sera différent de celui du départ, mais qui sera de la même constitution avec des vraies cellules, et ce sera plus du régénératif. Non, on est capable de reproduire différents tissus et de les spécialiser. Alors c'est dans les progrès, mais ça progresse. Merci. Pour ce qui est de l'enseignement, c'est sûr que la mémoire et la manière de travailler sera différente, mais à mon sens, effectivement, l'apprentissage sera différent et les méthodes d'apprentissage seront différentes. Mais la manière d'apprendre par rapport à une situation, et en médecine, c'est ça aussi, c'est-à-dire le raisonnement médical et la technique par rapport à une situation, ça, cet apprentissage-là, il sera fait différemment, mais il sera maintenu. Donc, je pense qu'on apprendra différemment. Mais c'est pour ça que je me suis consciente qu'il est très important qu'on développe les centres de simulation, etc., puisque c'est reproduire un environnement, mettre les gens dans l'incertitude, les apprenants dans l'incertitude, et après voir comment on agit, comment on mobilise ces connaissances pour avoir une action sans erreur. Et ça, je pense qu'on ne pourra pas se passer de cet apprentissage-là, qui était un apprentissage qui, dans le passé, existait peu, sauf sur le terrain au quotidien, et qui maintenant va prendre de plus en plus d'importance, et je pense que c'est cet apprentissage-là qui restera. C'est-à-dire le côté technique, la répétition du côté technique avant d'aller le faire dans une situation réelle, et puis le raisonnement qui va conduire à la mise en place de l'action sur une thérapeutique ou sur une prise en charge particulière. Et cet enseignement-là va gagner beaucoup en importance, alors qu'actuellement il est faible, pour certains encore inexistant, mais il augmente, et je pense qu'en 2067, ça sera l'enseignement réel. J'ai une question ici. Bonjour, je m'appelle Hugo Talbot, je travaille chez Inria. On développe une plateforme de simulation qui est utilisée un petit peu dans les types d'outils que vous mentionnez là. Et j'avais une question, c'était qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez l'intégration en fait, de vos plateformes comme Présage dans les cursus et dans l'enseignement? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui prend un peu de temps à venir. Et voilà, 2067, c'est prêt, puis c'est loin et en même temps, c'est relativement prêt. Et c'était pour savoir comment vous voyez dans le temps l'inclusion de nouveaux enseignements comme celui-là sur des simulateurs, sur ce genre de choses,
et à quelle vitesse ça va aller, parce que c'est peut-être un peu mon inquiétude, moi, sur les années à venir, ça risque de peut-être traîner, etc. Moi, je pense, non, alors là, je pense pas traîner. Je pense que, alors, c'est en train de se mettre en place, hein, et nous, ça se met en place chaque année pour les étudiants en médecine. On fait un enseignement en plus. Donc, on est une fac importante, hein, on est 550 étudiants par promo. Donc, on fait un enseignement en plus. Je pense qu'à l'échelon national, c'est en train de se mettre en place et c'est en train de se fédérer. Actuellement, la réforme de l'internat, donc de la 6e année des études de médecine, quand on passe en spécialisation, à valoriser 20% de l'enseignement par la simulation, donc ça fait beaucoup. Et je pense qu'actuellement, c'est un enseignement qui est incontournable, qui est en train de se mettre en place et qui va faire un turbo, c'est-à-dire qu'on est dans une croissance de plus en plus importante et qu'en 2067, l'enseignement en fac de médecine, ça sera ça. Ils mobiliseront leurs connaissances, ils apprendront dans les livres sur Internet et ils viendront à la faculté pour faire de la simulation. Pour moi, c'est incontournable, tant sur le plan de la formation initiale que de la formation professionnelle continue. Donc, où c'est en train de se mettre en place aussi, à moindre, je dirais plus lentement. Je pense que dans les 10 ans à venir, il va y avoir une explosion, mais que là, ça se met en place doucement à cause des financements, parce que c'est quelque chose qui coûte cher d'ouvrir des centres de simulation. Voilà, mais justement, en fait, cette question des financements, qui est autant pour les boîtes d'ailleurs qui développent des solutions, donc ça ne touche pas forcément le côté recherche, mais indirectement, parce que dès qu'il y a des créations techno, on parle ensuite de boîtes qui vont vendre ces solutions-là, et du coup, il y a un peu une question de timing et du coup, qui va avec le financement, parce que alors tant mieux si vous dites que justement ça accélère, etc. On n'a pas le pied dans l'université, enfin dans la fac de médecine. Donc c'est un peu le point de vue qui nous manque côté, on va dire, recherche et même industrie. Et voilà, ce côté, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des études de médecine ici à Lille. Ils ont tous bien touché le papier. Pour autant, un ordinateur, c'est quelque chose qui leur est encore assez étranger. Et du coup, voilà, c'est une bonne nouvelle si vous dites que justement c'est quelque chose qui vient, et il faut pousser dans ce sens-là pour que il y ait quelque chose qui est prévu vraiment dans le cursus, qui soit vraiment prévu dans le cursus où les étudiants y passent, parce que ça apporte vraiment quelque chose. Alors, il y ait des études qui le prouvent. Ils passent tous sur les mannequins, que ça soit en procédural, donc en apprentissage du geste technique, dès l'entrée dans leurs études de médecine. Pour tout ce qui est serious game, environnement 3D, etc., là, c'est plus lent. C'est plus lent et c'est plus long, parce que c'est plus cher. Et qu'un serious game, ça coûte au bas mot 50 000 à 100 000 euros pour se développer, et qu'après, il faut le débriefing. Donc, en temps enseignant, il n'y a pas d'économie quelque part. Donc, c'est très cher à l'achat, et après, il faut quand même le débriefing. C'est pour ça que cette solution-là, on va dire informatique, est plus lente encore à se développer que la solution mannequin. C'est-à-dire, moi, les étudiants en médecine, quand ils ont passé le barrage de la première année, ils vont tous apprendre à piquer un malade sur des bras en plastique. Ça, c'est assez facile. C'est 2 heures d'enseignement, des infirmières qui leur apprennent, etc. Apprendre un comportement sur un serious game ou dans un environnement virtuel, d'abord, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis, c'est moins, on va dire, entre guillemets, rentable, parce qu'on est dans de la mise en situation, dans de la réflexion, dans tout ça. Et on ne peut pas faire le côté technique. Vous voyez ? Donc c'est ça qui va se mettre plus sur un ordinateur et tout ça, ça sera plus lent, encore, je pense. Okay. Nous avons une autre question devant. Bonjour, je voudrais poser une question. Dans quelle mesure les erreurs qui sont commises par les praticiens sont-elles capitalisées en dehors de ce qu'on peut trouver sur Internet où il y a tout et n'importe quoi? Je vais prendre un exemple. La marine britannique a mis 250 ans à tirer parti des informations, à savoir pour lutter contre le scorbut. On donnait à des bateaux, à des marins du jus de citron, et ceux qui n'en prenaient pas mourraient. Il a fallu 250 ans. Aujourd'hui, on considère qu'il faut à peu près 17 ans pour qu'un praticien applique des nouveaux traitements, des nouveaux médicaments, etc.
est-ce que justement le numérique ne pourrait pas créer ce que fait très très bien l'aviation, des bases de données qui permettent de ne pas sanctionner les praticiens lorsqu'ils font des erreurs, parce qu'ils sont bien humains, ils font bien des erreurs. Dans l'aviation, vous avez un pilote qui fait une erreur ou qui découvre, par exemple, une malformation sur une conception de cockpit d'avion, par exemple 2 boutons qui sont identiques pour le décollage et l'atterrissage, par exemple. Il a 11 jours sans sanction pour que l'apprentissage, la boucle de feedback soit réalisée. Dans la médecine, il y a peu de praticiens qui osent dire « je me suis trompé, j'ai pas eu le bon réflexe, etc. » Et cette capitalisation, je pense qu'aujourd'hui, le numérique serait en capacité de le faire si précisément il n'y avait pas de sanctions ou s'il y avait un système d'encouragement à la capitalisation, apprendre de nos erreurs. Il y a un excellent livre qui vient de sortir sur un prof d'Harvard qui explique comment on apprend de nos erreurs. Et d'ailleurs, on est tous, je crois que vous l'avez cité, on fait des analyses essais-erreurs. Et c'est un peu une piste que je voulais lancer, pour savoir si vous avez des idées sur la question, parce qu'évidemment, la puissance aujourd'hui des ordinateurs nous permet vraiment de faire de la capitalisation astucieuse. Alors, avant de donner la parole à Dominique, c'est intéressant votre question, mais ça pose beaucoup d'autres questions, parce que les données appartiennent à qui ? Alors, je pense qu'effectivement, ça pose plein de questions. C'est tout l'enjeu de la transformation du système de santé, la transformation numérique du système de santé. En France, on a la chance d'avoir des dossiers médicaux personnalisés, d'avoir des grandes bases de données de santé quand même, parce qu'il y a la sécurité sociale qui capitalise quand même. Donc normalement, on devrait avoir accès à des informations, des données multiples. Par contre, effectivement, il faut toutes les rassembler en un point central, les analyser. Mais c'est l'enjeu de la transformation du système, enfin la transformation numérique de toutes ces données. Et effectivement, à qui appartiennent ces données, c'est important parce que jusqu'à présent, ces données appartenaient aux médecins, au système médical. Et elles n'étaient même pas centralisées, c'est-à-dire qu'un patient qui va se faire traiter pour un cancer au centre Oscar Lambret, après passer en médecine de ville chez son médecin traitant, et pouvait aller en vacances dans le sud, et il n'y avait pas les données de la dernière IRM qui avait été faite de suivi de sa maladie cancéreuse, et il n'y avait pas de centralisation des données, donc répétition des examens, répétition peut-être changement de traitement, etc. Donc au détriment de la santé du patient, au détriment du système économique aussi, parce que gabegie de soins, etc., et d'examens complémentaires. Là, maintenant, c'est en train d'évoluer. Il y a une vraie prise de conscience. Le centre Oscar Lambret, comme l'IGR, ont décidé de donner la possibilité aux patients d'être propriétaire de son dossier médical. Donc, oui, alors oui, vous êtes plus au courant, mais a priori, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, vous êtes plus au courant, enfin, je vous laisse répondre sur ce point, mais c'est un point hyper important et ça va être. Le patient doit être au cœur de ce dossier médical et de son suivi. C'est lui qui a son parcours de soins. Donc, ça paraît éthiquement très important et comme vous le précisez, c'est la loi, qu'il y ait ces données médicales. Bon, après, il faut effectivement pouvoir les traiter, et ça, c'est tout un enjeu de transformation. Justement, alors, ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, vous savez que, justement, pour qu'il y ait une prise en charge de la sécurité sociale, tous les actes sont cotés. Et donc, on a des bases de données énormes, très générales, non nominatives, sur certaines pathologies. Et certaines pathologies, certaines thérapeutiques, les événements indésirables dus à ces thérapeutiques, pas forcément les événements, les erreurs médicales, etc. Mais en tout cas, on a des bases de données extrêmement importantes sur les thromboses, les grands signes de pathologie, puisque tout acte est coté. Donc on peut travailler à partir de ça pour justement soit améliorer nos pratiques, soit avoir des voies de recherche dans toutes les disciplines. Non ? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'erreur médicale, comme vous le dites bien, c'est un concept extrêmement important.
la culture de l'erreur médicale est de plus en plus assimilée, on va dire, à l'échelon médical, non plus comme avec une reconnaissance de ça. Il y a de plus en plus de déclarations, etc. Et il y a justement une vraie implication et de répéter les erreurs au centre de simulation pour ne pas les faire à l'hôpital. Et c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça aussi que les centres de simulation sont autant aussi en train de diffuser à l'échelon non seulement de la formation initiale, mais aussi de la formation tout au long de la vie et de la formation continue. Donc il y a deux axes. Il y a un premier axe où il y a de plus en plus de déclarations et une identification de ces erreurs qui permettent de retravailler après et de faire travailler les apprenants dessus. Et puis il y a aussi toutes ces bases de données extrêmement importantes données par la cotation de tout acte médical et de tous les diagnostics qui sont faits à l'échelon national. Donc on a 25 000 thromboses, etc., qui nous permettent de voir justement sur des prises en charge standardisées, reconnues par l'HAS, etc., s'il y a des améliorations possibles. Et donc ça, bien sûr, ça va être exponentiel. Ça va être exponentiel et ça va nous permettre probablement d'améliorer notre prise en charge de la médecine de demain. Mais aussi, attention, de pouvoir dire, il faut faire 3 jours plutôt que 10 jours, voilà. Et donc de coordonner sur les prises en charge. Alors en 2067, justement, on a parlé de médecine plus connectée, de pas mal de technologies. On a l'impression que finalement le corps devient la nouvelle frontière de l'innovation technologique. Le corps physique, les données, quelles limites? Vous avez parlé des données déjà aujourd'hui recueillies. En 2067, on va pouvoir en récupérer de très nombreuses. On va pouvoir suivre son patient à la trace. Probablement. Probablement, on pourra suivre son patient à la trace et probablement, c'est ce que je disais un peu initialement, que la prise en charge secondaire à l'hôpital, etc., sera très différente, que ces patients-là on sera beaucoup dans la prévention et que la prise en charge thérapeutique se fera à distance beaucoup plus qu'en hospitalisation. Mais alors du coup, éventuellement, ces données, on pourra les hacker. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres acteurs qui vont être très intéressés par ces données? Est-ce qu'il y aura encore que des médecins? Est-ce que, par exemple, on se fera soigner dans des magasins et pas seulement à l'hôpital? Alors il y a deux choses, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, tu poses deux questions là. Oui. C'est-à-dire tu poses la question des hackers, qui vont forcément exister, hein. Ça il faut déjà l'admettre. Il y a déjà eu, il y avait notamment il y a une histoire assez bizarre il y a 2 ans d'un spécialiste du hacking qui avait affirmé pouvoir démontrer qu'on pouvait hacker un pacemaker, par exemple. Ce qui effectivement peut être assez gênant. Et le gars est mort dans les 2 jours avant la conférence, dans des circonstances qui sont restées assez mystérieuses. Donc bon, ça montre, bon, peut-être strictement aucun rapport, mais bon, ça montre en tout cas dans quelle ambiance on se trouve effectivement à ce niveau-là. Bon, il y a aussi la question du hacking, par exemple, s'il y a une connexion, une interface cerveau-machine, est-ce qu'on pourra hacker le cerveau ? Alors bon, il ne faut pas fantasmer. Pour l'instant, on n'a aucune idée de hacker le cerveau au sens contrôler complètement l'esprit de quelqu'un, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la spéculation pure. Mais simplement, s'il y a une technique, une interface cerveau-machine et que je pilote par mon cerveau, comme ça commence à se faire, hein, déjà, par exemple un appareil ou un avion, pour donner cet exemple, et qu'il y a quelqu'un qui s'introduit entre vos ondes cérébrales ou votre IRM et l'interface de la machine, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Et ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait imaginer en 2067. Hein, je pense même qu'on peut commencer à y penser pour 2027. Pour la question du magasin, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant, un mouvement qui se développe actuellement, qui est extrêmement passionnant, qui est lié d'ailleurs au hacking, mais pas au hacking au sens négatif du terme, au sens positif, c'est ce qu'on appelle le biohacking. Le biohacking, c'est pas des gens méchants, hein, les biohackers, c'est ce qu'on appelle la do-it-yourself biologie, c'est-à-dire des amateurs
qui profitent de la baisse extraordinaire des coûts dans le domaine de la biotechnologie. Il faut savoir que la biotechnologie a eu des effondrements de coûts analogues à ceux de la loi de Moore pour les ordinateurs. Donc vous imaginez effectivement les baisses de coûts. Donc aujourd'hui, un amateur peut en théorie se livrer à la biotechnologie. Et il y a des groupes de biohackers. Alors je vous dis tout de suite, le terme peut faire peur, mais alors pour le coup, ce sont des gens plutôt sympathiques qui se font un devoir de transparence, de documenter leurs actions, etc. Mais ça veut dire qu'un jour, et ça commence déjà à être le cas, on pourra produire hors des laboratoires des appareils, des systèmes d'analyse, par exemple, et ça c'est aujourd'hui, hein, c'est pas 2067 par exemple, il y a aujourd'hui des systèmes d'analyse de l'eau, qui coûtent presque rien et qui sont aujourd'hui déjà distribués dans certains pays en voie de développement, etc., par ces biohackers. Tu nous parles en fait de médecine low cost, en fait ? C'est de la médecine low cost, mais c'est pas de la médecine low cost au sens où, si tu veux, les médecines low cost, on pense souvent que c'est de la médecine qui ne tient pas en compte les très nouvelles technologies. Moi, je parle de systèmes PCR qui fournissent l'analyse du génome, de choses extrêmes, de biotechnologie, hein, c'est-à-dire effectivement de manipulation de l'ADN. Il y a une technologie dont on parle beaucoup en ce moment qui s'appelle CRISPR, qui ne coûte rien. Qui coûte pratiquement rien par rapport à ce qui était le cas avant. Donc on peut très très bien imaginer demain, effectivement, le petit garage où on fera de la biotechnologie. Donc c'est de la low cost, mais ce n'est pas de la low cost... c'est de la low cost qui, au contraire, utilise toutes les ressources du numérique et toutes les dernières recherches en génomique, etc., pour faire des choses à très bas prix. Et en même temps, Dominique, en 2067, beaucoup d'entreprises, d'industries... intéressés, les nouveaux acteurs intéressés par le numérique et la santé, bien sûr. Enfin, je pense que j'ai regardé là avant de venir. Actuellement, il y a 25 projets incubateurs à santé. Il y en a 15 qui sont issus directement du numérique. Donc je pense qu'effectivement, ça va être de toute façon des domaines le numérique va complètement envahir leur santé, comme je le disais en introduction. Et c'est très important, ces interdisciplinarités. Hein, je pense que c'est vraiment, dans 50 ans, ce sera encore de plus en plus vrai. Et je pense que c'est notre monde de demain. Il n'y a plus de frontières entre toutes les disciplines. Et c'est très important que bon, ça peut être qu'un plus, mais bon, il faut effectivement en mettre. Il y a des freins, il y a des limites, il y a de l'éthique aussi autour de ça, parce que là, c'est une maîtrise du corps humain, c'est une maîtrise de l'esprit. Donc, avec des données qui normalement appartiennent à l'individu. Il y a des questions à se poser aussi sur les interactions avec l'environnement, l'interaction de l'homme avec l'environnement. Donc, mais en tout cas, l'avenir et les professions médicales et toutes les entreprises de la santé maintenant font appel au numérique et elles se transforment. Même les plus vieilles entreprises, même les laboratoires pharmaceutiques font appel au numérique, en particulier avec la gestion des datas, avec la médecine personnalisée, parce que demain, dans 50 ans et déjà maintenant, c'est vrai que le patient n'est plus soigné pour une maladie ou avec un traitement standard. De plus en plus, on adapte le traitement à l'individu lui-même. Et ça, cette personnalisation de la médecine, elle peut se faire grâce à l'analyse de données qui viennent de milliers, de millions de patients autres, individuels. Donc on arrive à une médecine individualisée, mais qui est issue d'une intelligence collective, d'une collaboration, de l'analyse de données spécifiques. Alors, bientôt, il va y avoir le film Knock qui va sortir. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques années de ça, quand on allait voir son médecin, c'était en fonction de son bon vouloir. Il le regardait et puis il estimait un peu quelle était la maladie dont son patient était victime, en fait. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2067, avec tous les capteurs qui existent et ce genre de choses, on va être un peu comme monsieur parlait de garage tout à l'heure. Avant, la voiture, on l'emmenait, le garagiste regardait à peu près. Maintenant, on branche la voiture sur un ordinateur qui automatiquement va détecter la panne. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2067, la visite médicale se passera de cette façon? On arrive et puis on est branché et puis on sait exactement ce qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors, si je dois spéculer, je vais dire oui.
Et je pense qu'effectivement, c'est une possibilité. Pour moi, c'est un risque. Comment dire, je suis enseignante en médecine et du coup, je pense qu'il est particulièrement important d'examiner les patients. Les plus jeunes, déjà, ont l'échographie au bout de la main. Moi, je n'ai pas l'échographie au bout de la main, mais déjà, ils voient des choses avec l'échographe qu'on n'avait pas avant. Et donc, voilà. Donc, effectivement, tout ce qui est images, analyse des signaux, analyse d'un certain nombre d'éléments qui puissent être retransmis et qu'on n'avait pas avant, probablement dans l'avenir, vont prendre une place extrêmement importante. Cependant, ça n'enlèvera pas la touche du raisonnement médical, même si un certain nombre de... on peut dire que probablement, par exemple, pour la radiologie, une banque de données pourrait remplacer un radiologue sur une analyse d'une radio de thorax, par exemple. Donc, est-ce qu'en 2067, on pourra identifier une pathologie simplement par un recueil de signal, une image échographique ou un scanner, une IRM? Peut-être. Mais je pense qu'il restera quand même un rôle aux médecins et qu'il y a un certain nombre de choses qui nécessiteront quand même un examen par le docteur. Je crois qu'il y a plusieurs aspects encore. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a une première question dans ce que vous posez, c'est est-ce qu'il y aura une intelligence artificielle qui va me dire si je suis malade ou pas? Alors là, il y a des recherches, il y a notamment IBM Watson qui est très là-dessus. Alors il y a mon collègue d'Internet Actu, Hubert Guillot, qui vient justement de faire un article dessus que j'ai lu, donc moi je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais ce qu'il dit dans l'article, c'est qu'on en est quand même loin aujourd'hui. C'est-à-dire que le IBM Watson, vous savez, c'est le système qui a gagné au Jeopardy, etc., donc le système d'intelligence artificielle, arrive à diagnostiquer des cancers, mais pas mieux qu'un être humain, et avec parfois des biais assez curieux, et on ne comprend pas des fois pourquoi il donne telle ou telle réponse. Donc bon, pour l'instant, l'intelligence artificielle est on ne sait pas trop, parce que la médecine fait vraiment partie de ces choses dont on ne sait pas finalement qu'est-ce qui est rationnel ou pas chez un médecin. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui va vous regarder en 30 secondes et qui va dire « oui, vous avez ça », et c'est de la reconnaissance de forme, c'est souvent inconscient, etc. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'un ordinateur saura faire. Ou alors il le fera par des techniques de réseaux neuronaux dont on ignore comment il arrive à le faire, et c'est toujours inquiétant quand on ne sait pas, quand vous avez un diagnostic et que vous ne savez pas comment le système y est arrivé, quoi. Il a peut-être raison, mais il n'a peut-être pas raison, quoi. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, et on va toucher à un mouvement qui est assez proche des biohackers dont je parlais tout à l'heure, c'est le mouvement du quantified self. Alors, il ne s'agit pas de soigner des cancers ou des maladies graves, hein, mais effectivement, il y a déjà aujourd'hui toute une série d'applis, de process, etc., pour... je dirais, le bien-être et un certain traitement de la santé, on va dire, léger, quoi. C'est-à-dire, effectivement, il ne s'agit pas effectivement de guérir des maladies, mais effectivement de se poser la question, d'être en forme, etc. Ça, c'est déjà un mouvement qui existe, avec déjà toute une série d'outils qui sont tous plus ou moins efficaces selon ce que vous cherchez. Et enfin, troisième aspect, vous pouvez imaginer que vous allez dans votre salle de votre garage, et vous voulez savoir si vous avez une maladie ou pas, et où, quelque part, il y a quand même un conseiller humain qui est en ligne et qui va, lui, analyser. Vous aurez vos analyses chez vous, et ça, je pense que ça va pas tarder, parce que de plus en plus, vous pouvez avoir vos analyses chez vous. Et par contre, il y a quand même quelqu'un qui surveille un petit peu ce qui se passe. Alors, on a une dernière question. Je vais essayer de faire court alors, parce que j'avais des tonnes de trucs à dire. Alors, je vais aller directement à l'essentiel. Je vais repartir en 2067. Il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, je crois, une Américaine a mis au point une machine qu'on appelle l'utérus artificiel. Elle a fait des tests pour faire arriver, je dirais, à maturité, je ne donne pas les bons termes, hein, mais volontairement, à maturité des embryons de souris, de rats et même jusqu'au veau, je crois. Et elle était prête à passer sur l'humain. Elle a dû s'arrêter tellement elle a eu des menaces de mort, tellement elle a reçu des menaces de mort. Donc voilà, moi je pense que d'ici 2067, tôt ou tard, cette machine va revenir sur le tapis. On arrivera tôt ou tard effectivement à permettre à une femme d'avoir un enfant hors de son corps.
Et ça fait 10 ans que je fais avec mes étudiants de dernière année d'informatique des réflexions justement autour de la technologie, le pour, le contre, comment ça peut évoluer, et en tant que futur citoyen, comment vous vous sentez. Et je leur donne toujours cet exemple d'utérus artificiel. Je leur dis, le bon côté, c'est qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, grâce à cette machine, pourra avoir un enfant. Ça, c'est le truc génial. Et le mauvais côté, c'est une femme qui peut avoir un enfant. Elle va dire, attendez, mais c'est pas normal. Elle peut pas avoir d'enfant, mais elle va en avoir un quand même. Et pendant 9 mois, elle va avoir une vie. Elle pourra se saouler tous les soirs, faire la bringue et tout. Alors que moi, pendant 9 mois, je vais galérer et tout. Donc, je voudrais aussi avoir accès à cette machine. Et là, se pose un problème éthique. Parmi les milliers qu'on va avoir bientôt, c'est qui va trancher ça? Est-ce qu'on va laisser faire ça ou pas? Première question. Et une autre question du même genre, c'est sur un peu le côté, je dirais, homme augmenté et autres. Les prothèses vont forcément augmenter de plus en plus, elles seront de moins en moins chères, de plus en plus performantes. Et j'ai peur qu'à terme aussi, alors je vais être très très provocateur, c'est volontaire, hein, attention, c'est pas méchant. J'ai peur qu'à terme, les médecins deviennent un peu comme les garagistes qui vont dire, écoutez, votre composant là, il est grillé, bon, plutôt de remplacer un composant, on va remplacer la carte. Votre main, elle commence à avoir des problèmes d'arthrose, ben, plutôt de vous soigner l'arthrose, écoutez, on a une prothèse qui vaut 200 €, avec ça vous aurez une main tip-top de nouvelle génération, allons-y, on ampute. Voilà, quel est votre avis sur ça? Alors, 2 minutes pour répondre. Bon courage. Je vais répondre à la première question pour l'éthique. Je pense que, en fait, si on imagine la santé dans 50 ans, on imagine qu'il n'y aura pas de limite pour de faire tout ce qu'on veut et même des choses non éthiques. Il y a quelque chose qui remplacera jamais l'homme, c'est la réflexion autour de l'éthique. Et ça, effectivement, par contre, et c'est les freins. Et ça, on ne pourra pas le remplacer. Donc, voilà ce que je pense. Moi, je pense que être médecin, il y a une vraie réflexion éthique, effectivement, et qu'il ne s'agit pas simplement de remplacer un organe par un autre ou par une prothèse. Il y a une vraie réflexion éthique de la prise en charge d'une pathologie ou du remplacement d'un organe qu'on n'a pas ou qui ne permet pas de... Voilà. Et donc, je pense que ce qui fait quelque part le médecin, qui ne sera probablement pas remplacé par l'intelligence artificielle, c'est justement cette réflexion éthique par rapport à une prise en charge médicale. Donc, je pense que cette réflexion, et j'espère, se poursuivra. Il y a effectivement, le numérique peut aider beaucoup le médecin à la réflexion sur une prise en charge thérapeutique. La surveillance d'une prise en charge thérapeutique peut être faite aussi et aidée par le numérique, mais la décision, quoi qu'il arrive, est toujours en collaboration entre le médecin, son patient et le tout dans un intérêt éthique pour tout le monde et notamment pour le patient. Donc je ne crois pas à ces excès que qu'on peut imaginer. Je pense que, j'espère qu'en 2067, on aura les moyens d'aider ceux qui le nécessitent, mais de ne pas faire d'excès de ce type-là ou comme vous le suggérez. Alors, je vais vous inviter, si vous êtes intéressés, à continuer le débat en petits groupes pendant la pause. Et pour conclure, en fait, puisque en 2067, ce sera le centenaire du plan calcul, le centenaire d'INRIA, et donc à la lumière de ce qu'on vient de dire, on voit que ça nous invite à un nouveau dialogue entre les sciences et la philosophie. Donc ça sera un plan interdisciplinaire, plus seulement un plan calcul, et on voit tout l'intérêt de faire dialoguer les sciences du numérique avec la société. Merci de votre écoute. Merci.